Bonsoir. Le 26 décembre 2004, au terme de 2 mois de crise politique majeure sans précédent, l'Ukraine a élu un nouveau président, le candidat de l'opposition, Viktor Youtchenko. Alors pour certains analystes de cette crise, l'Ukraine serait au bord de l'implosion, pour d'autres au cœur d'une rivalité entre la Russie et l'Union européenne. Alors je vous propose de regarder quelques cartes de l'Ukraine pour préciser dépendance et rapport de force. L'Ukraine est le plus grand pays d'Europe après la Russie. Elle fait 603 000 km². Elle est placée à l'est de l'Union européenne, à l'ouest de la Russie et au nord de la mer Noire, ce qui évidemment la situe à la jonction de 2 grands ensembles géopolitiques, dans une position au carrefour entre de grands axes routiers, ferroviaires et de transport d'hydrocarbures. L'Ukraine est devenue indépendante de l'Union soviétique en 1991, et son appartenance à l'un ou l'autre de ces ensembles est évidemment une problématique centrale pour le pays. Entrons dans le détail en commençant évidemment par l'histoire. D'abord, il faut savoir que l'Ukraine n'a jamais été un État indépendant avant le XXe siècle. Même si la région de Kiev a vu naître le premier État slave en 882, connu sous le nom de Rus, les cartes de l'histoire nous révèlent que l'Ukraine est dès le XIVe siècle une zone de confins entre Polonais et Mongols, puis entre la Pologne et les empires ottomans et russes qui prennent pied alors dans la région, et ce mot de Ukraine est dérivé de Ukraina, qui veut dire en russe la marche, les confins. Ainsi, pendant près de 300 ans, la majeure partie du territoire ukrainien fait partie de l'empire tsariste, avant de devenir une partie de l'Union soviétique. Seul l'extrême ouest du pays, c'est-à-dire la région de Lviv, restera sous domination polonaise, puis autrichienne, sous le nom de Galicie. Et elle ne sera rattachée à l'Ukraine soviétique qu'en 1945. Alors toutes ces marques de l'histoire se retrouvent aujourd'hui, déjà dans la population ukrainienne. Il y a 48 millions d'habitants, 73% sont d'origine ukrainienne, 22% d'origine russe, et 5% sont roumains, moldaves, bulgares, polonais, biélorusses, hongrois, tatars, juifs. Également dans les religions. Entre à l'ouest une Ukraine de tradition catholique, de rite byzantin, c'est l'église uniate plutôt tournée sur l'Europe, et à l'est une Ukraine plutôt russophone et orthodoxe, plus tournée vers la Russie. Et puis dans les relations de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. La Russie se voit depuis le XIVe siècle comme l'héritière du premier État slave né à Kiev. C'est la mère des villes russes et l'Ukraine le berceau national russe, appelé d'ailleurs Petite Russie. Donc pour les Russes, l'indépendance ukrainienne de 91 est perçue comme la perte d'une région liée à l'identité russe. Également la perte d'une façade sur l'Europe centrale et sur la mer Noire. D'où plusieurs contentieux avec l'Ukraine indépendante. Le premier concerne le partage de la flotte soviétique de la mer Noire, basée à Sébastopol. Après de difficiles négociations, Kiev accepte de louer à la Russie pour une durée de 20 ans une partie du port de Sébastopol, ainsi que plusieurs autres installations militaires. Et puis le deuxième contentieux concerne la Crimée. Cette région, offerte à l'Ukraine par Khrouchtchev en 1954, est revendiquée par la Russie car elle est peuplée à 67% de Russes. Kiev en fait une république autonome dans le cadre de l'État ukrainien pour calmer les revendications russes. Maintenant, regardons de façon plus précise les relations entre les deux pays dans leur dimension économique. L'Ukraine est dépendante de la Russie, qui est un important investisseur et le premier partenaire commercial. Et Kiev peut d'ailleurs profiter de la bonne santé économique de la Russie, ce qui explique en partie la forte croissance de l'économie ukrainienne depuis 2000. La Russie est également le principal fournisseur ukrainien pour le gaz et pour le pétrole. Mais en sens inverse, l'Ukraine dispose du plus dense réseau d'oléoducs et de gazoducs en Europe, avec plus de 35 000 km de tuyaux
qui parcourt le pays. Eh bien, ce réseau, la Russie en dépend à son tour, puisque là transite 90% du gaz russe vendu en Europe. C'est souvent Moscou qui fixe les règles du jeu. Elle a ainsi imposé à Kiev que l'oléoduc Brody-Odessa serve à exporter le pétrole russe vers la Méditerranée, plutôt que d'évacuer le pétrole kazakh ou azerbaïdjanais, comme le prévoyait le gouvernement ukrainien. Alors on voit bien que ce contexte de dépendance économique ne laissait de toute façon qu'une faible marge de manœuvre au nouveau président ukrainien Yushchenko. D'ailleurs, on a noté que sa première visite à l'étranger a été réservée au président Poutine. Alors maintenant, regardons vers l'Ouest, c'est-à-dire les relations de l'Ukraine avec l'Union européenne et avec l'OTAN. D'abord, l'Union européenne. Les relations remontent à 1994, avec la signature d'un accord de coopération et de partenariat. Or, plusieurs dossiers vont peu à peu altérer ces relations. D'abord, la sécurité nucléaire. Après 5 ans de négociations, l'Union européenne a obtenu la fermeture de Tchernobyl en 2000, mais la sécurité des 2 nouveaux réacteurs remplaçant l'ancienne centrale de type russe que l'Ukraine a construit à Khmelnytsky et Rovno est jugée tout à fait insuffisante. Ensuite, l'ex-président Kuchma a sans doute vendu des radars Kolchuga à l'Irak, alors que le pays était sous embargo. Puis son régime, de plus en plus autoritaire, a été soupçonné de meurtre d'un journaliste d'opposition. L'élargissement de l'Union européenne à la Hongrie, à la Pologne en 2004, c'est-à-dire aux frontières ouest de l'Ukraine, a relancé les relations entre Bruxelles et Kiev. Kiev a créé en 2002 un comité pour l'intégration européenne et l'Union lance une politique vers ses futurs nouveaux voisins orientaux. À Yalta, en 2003, le président de la Commission européenne a évoqué la possibilité d'une candidature ukrainienne, tout en demandant au pays de mettre en place des réformes pour lutter contre la corruption et en faveur des droits de l'homme. L'Union européenne est aujourd'hui le principal bailleur de fonds de l'Ukraine et depuis l'élargissement de 2004, la principale destination des exportations ukrainiennes, soit 38%. Cela traduit une véritable réorientation économique du pays depuis la fin de l'URSS. Alors maintenant, l'OTAN. L'Ukraine a signé en 1997 une charte qui lui permet de participer à la nouvelle architecture de sécurité européenne sans l'intégrer pour autant. Ce rapprochement Ukraine-OTAN est avant tout le résultat de la politique des États-Unis, pour qui l'Ukraine est ce qui est appelé un pivot géopolitique, ceci dans une stratégie d'ensemble qui consiste à détacher de la Russie les États qui formaient auparavant avec elle l'URSS. Les États-Unis ont participé jusqu'en 1995 à la dénucléarisation de l'Ukraine. Ils ont favorisé par de nombreux crédits et investissements la libéralisation économique de ce pays. Et l'envoi en 2003 d'un contingent de 1800 soldats ukrainiens sur le front irakien a confirmé le réchauffement dans les relations avec Washington. Et maintenant s'ajoute l'élection de Viktor Yushchenko. Alors peut-être 2 choses à retenir. D'abord, les États-Unis n'ont sans doute pas contribué directement à la victoire de Yushchenko, mais on a tout de même remarqué à Kiev, sur la place de l'Indépendance, l'organisation étudiante PORA. Comme en Géorgie, fin 2003, elle était conseillée par des étudiants serbes du mouvement Otpor qui ont fait renverser Milosevic grâce à des fonds américains de la Fondation Soros, de l'USAID et de Freedom House. Deuxième chose à retenir, pourquoi ce soutien si net de la Russie au candidat de la majorité sortante, c'est-à-dire Viktor Yanukovych? Eh bien, en perdant son allié, la Russie perd l'Ukraine dans sa fonction d'État tampon. Protéger les frontières russes a été une constante de la politique russe depuis Catherine II. La politique étrangère russe reste marquée encore aujourd'hui par le rapport de force entre grandes puissances, sauf que l'empire tsariste, soviétique et russe, ils sont tous les 3 à mort, sauf que Moscou ne semble pas s'en être encore aperçu. Les Ukrainiens ont nettement exprimé un choix. Choix de sortie de corruption, choix d'une société plus démocratique, mais tout de même n'ayons pas trop d'illusions sur la spontanéité de la révolution orange de Kiev en décembre 2004.
Après la Serbie, la Géorgie, l'Ukraine, il y aura des élections en Moldavie au printemps 2005, en Biélorussie en 2006, et pourquoi pas demain les républiques d'Asie centrale. Effectivement, on peut se poser la question à qui le tour en est fait. Si vous voulez approfondir votre connaissance de cette région, vous pouvez lire L'Ukraine dans la Nouvelle Europe, dans la collection Espace et Milieu, aux éditions du CNRS. C'est coordonné par Gilles Lepesant. Et puis, vous pouvez aussi lire la revue Pouvoir, le numéro 112, aux éditions du Seuil. Et ce numéro collectif est consacré à la Russie de Poutine. Et si vous allez sur le site du Dessous des cartes, vous trouverez un certain nombre de références de livres allemands consacrés à cette région du monde.